Merci Philippe pour cette introduction. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour cette présentation, ce webinaire, donc un 9e webinaire qu'on organise au sein de la FAV. Le précédent était également sur l'agilité. Ça avait eu un succès indéniable parce que nous avions présenté un ouvrage qui avait été écrit par la FAV Est et qui parlait justement de l'analyse de la valeur et l'agilité. Alors on a rebondi sur cet événement pour aujourd'hui vous présenter une approche agile qui emploie les principes de l'analyse de la valeur, ce qu'on a appelé value design. Alors, pour commencer, je tenais à remercier l'Association française d'analyse de la valeur euh, pour me permettre de présenter cette approche, une approche qui a longuement mûri. Ça fait 5 ans au sein de l'Université de la valeur que toute une équipe travaille pour définir justement une approche plus pragmatique par rapport au contexte actuel, c'est-à-dire un contexte VUCA, incertain, même quelquefois inconnu, et également dans une logique d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer trop de temps à faire ces analyses de la valeur. Il va falloir définir un timing bien précis pour rentrer dans cette dynamique agile ou d'agilité que propose ce nouveau monde. Alors, encore merci aussi au conseil d'administration de la FAV qui démontre à travers cette présentation son ouverture parce que, en effet, la méthode d'analyse de la valeur classique, entre guillemets, a fait ses preuves et continue à faire ses preuves, mais au même titre que dans la gestion de projet, vous avez des démarches agiles qui ont émergé. On a ici et on vous présentera une démarche agile pour faire de l'analyse de la valeur. Maintenant, et c'est un grand débat aujourd'hui dans la gestion de projet, c'est l'agilité, on ne peut pas la mettre de partout. Et quand on a des projets de construction, d'infrastructure ou autre, le waterfall ou la logique linéaire, étape par étape, reste finalement la plus pertinente. Alors c'est exactement la même chose. Ici, en analyse de la valeur, tout va dépendre du cas qu'on va étudier. Et en fait, on choisira à une démarche plus agile ou une démarche classique qui est proposée depuis pratiquement 40 ans au sein de la FAV et des normes qui sont proposées à travers les normes françaises et européennes et qui sont proposées. Alors, on va je tenais une dernière chose encore, parce que ça me tient à cœur de remercier ceux qui nous ont mis, et plus particulièrement m'ont mis la graine de la valeur il y a une dizaine d'années, qui font partie du conseil d'administration de la FAV. Et je pense à Brigitte Ferry et Djemil Chafai, qui sont voilà, à l'origine de ma formation et de l'intégration de la valeur dans les concepts et dans mes pratiques d'analyse en général. Voilà. Donc, maintenant, après ces remerciements, rentrons dans cette démarche agile d'analyse et de conception par la valeur qu'on a nommée Value Design. Alors, cette approche, elle est issue à la fois d'une expérimentation, mais également d'intégration de concepts actuels qu'on entend et qu'on utilise aujourd'hui dans le monde des systèmes d'information, dans le monde de la résolution de problèmes. J'ai cité la business analyse, le design thinking et bien sûr les principes mêmes qui font de l'analyse de la valeur, qui sont les principes d'analyse fonctionnelle. Tout ça, dans un contexte agile, ce sont ces concepts-là que nous avons
intégrés dans cette démarche value design. Mais également, ce sont des expérimentations qui ont été réalisées parce qu'au sein de notre université de la valeur, nous avons des personnes qui font de l'analyse de la valeur depuis plus de 30 ans et qui nous ont fait part de leur démarche, de leur manière de procéder. Et tout cela concaténé, nous l'avons mis en œuvre sur des cas réels. Je vous parlerai tout à l'heure d'un cas précis où ces concepts ont été réalisés et sont mis en œuvre maintenant régulièrement au sein de l'Université de la Valeur. Alors, pour comprendre le contexte, et je crois que tout le monde est d'accord, on part forcément d'un problème que l'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la zone du problème, pour rentrer par la suite dans la recherche de solutions qui s'appelle la zone de solution. Donc, de manière grossière, c'est cette démarche qu'on applique quand on veut résoudre un problème, travailler sur un produit, travailler sur un service. On essaye, et d'ailleurs si on nous appelle pour faire une analyse de la valeur, c'est bien parce que il faut faire quelque chose, améliorer quelque chose, maximiser les choses, c'est cette zone de problème. Et de cette réflexion, de cette analyse, nous allons proposer des solutions qui créent cette valeur, qui apportent cette valeur. Alors, pour cela, on va mettre en œuvre, comme je vous l'ai dit, des principes d'agilité, des principes de design thinking. Et le premier principe, alors oui, en effet, c'est de passer d'un monde existant à un monde réel. Mais le premier principe dont je parle autour du design thinking, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres concepts, c'est ces principes de convergence-divergence. Divergence-convergence, c'est ces éléments-là que l'on va mettre en œuvre quand on va arriver sur le terrain pour réaliser notre étude d'analyse. Divergence, on va rechercher des éléments à tous les niveaux, de partout, et convergence, on va rassembler tous ces éléments pour en faire une synthèse. Et ces principes de divergence-convergence vont faire partie de cette approche de value design. Également, le processus itératif. Aujourd'hui, on est conscient qu'un processus linéaire est réalisable et pertinent, mais il y a nécessairement dans un système des boucles de rétroaction qui doivent être mises en œuvre. Et avec le Scrum ou l'Agile, on a vu qu'on avait un ensemble d'itérations qui nous permettait de nous ajuster au fur et à mesure de l'avancée du projet. De la même manière, on va, à travers cette approche d'analyse de la valeur, mettre en œuvre des boucles de rétroaction pour réaliser un processus itératif qui va nous permettre de nous questionner régulièrement et revenir quelquefois en arrière pour compléter les éléments qu'on aura découverts au fur et à mesure de notre étude. Alors, au final, on a défini 4 boucles, 4 cycles qui sont de l'ordre qu'on appelle les cycles de PEX, que vous voyez ici, le cycle de PEX, parce que la première boucle, ce sera la problématisation, je vais vous en reparler directement. La deuxième, c'est l'élicitation. La troisième, l'idéation, chercher des solutions. Vous voyez, là, on est rentré dans la zone des solutions, la zone bleue étant la zone du problème. Donc là, on va travailler avec ces deux boucles pour réfléchir sur la zone, sur le problème, la problématique, problématisation et élicitation. Et là, on va aller rechercher des solutions par l'idéation et l'exploration. Et vous aurez vu qu'au centre, nous avons un élément principal qui fait partie concrètement de l'analyse de la valeur, c'est le diagramme fonctionnel qu'on va expliciter juste après. Alors avec ces 4 roues de la valeur, on va étudier un cas pratique ensemble pour
vous montrer comment s'effectuent ces 4 cycles d'analyse de la valeur. Donc, on prend une manufacture d'horlogerie en Suisse qui a fait appel à l'Université de la valeur pour améliorer le service commercial, mais améliorer au niveau des compétences à travers des formations et également diminuer ses dépenses de formation. Aujourd'hui, ces dépenses de formation sont de l'ordre de 486 000 euros et il nous est demandé de diminuer parce que le budget a fortement diminué, donc de 20%. Donc une diminution de 20% des dépenses de formation, mais tout en cherchant à améliorer la satisfaction, la réponse aux besoins des commerciaux. Comment améliorer la compétence des commerciaux et répondre surtout à leurs attentes. Et c'est exactement la logique de l'analyse de la valeur. On va chercher à augmenter la satisfaction du besoin tout en diminuant les ressources nécessaires pour atteindre cette satisfaction. Alors, commençons par la première boucle, cette boucle de problématique qu'on appelle la roue de la problématique. C'est une boucle qui va chercher à comprendre le problème. Et c'est important, c'est pour ça qu'on parle de cadrage, c'est-à-dire que souvent, on a rencontré et on rencontre dans nos missions des clients qui nous font part de leurs demandes. Généralement, en plus, il s'agit directement d'une solution et à nous de retravailler avec le client et avec un ensemble de parties prenantes la raison pour laquelle il souhaite nous faire intervenir et nous faire réaliser une analyse de la valeur. Donc, toute cette étude préliminaire, on va dire, avant de commencer notre action réelle d'analyse, va se situer dans cette première boucle de cadrage où on va aller rechercher, observer ce qui nous a été demandé sur le terrain, voir s'il y a cohérence entre ce qui nous est demandé et ce qui est la réalité, et définir au final une problématique sur laquelle on va travailler, avec l'accord évidemment du client. Et généralement, c'est le plus souvent non pas une solution, mais un problème, un objectif à atteindre. Après, on verra justement dans notre monde des solutions comment et avec quoi atteindre et résoudre ce problème. C'est la première boucle. Alors par rapport à notre équipe d'horlogerie, notre équipe commerciale dans notre manufacture d'horlogerie, où ils veulent réduire les dépenses et augmenter les compétences. La première boucle va consister à utiliser un ensemble d'outils d'analyse de la situation actuelle, des objectifs attendus par l'entreprise, des réflexions sur l'ensemble des causes qui génèrent le problème, de réfléchir également sur les personnes qui sont impactées par le problème pour aller évidemment les interroger et les consulter, identifier, pourquoi pas dans la documentation aussi, parce que la documentation de l'entreprise est riche généralement de documents qualité, d'organigrammes, de processus, de cartographie de processus. Tous ces éléments, on va les traiter, comprendre, remettre dans le contexte, alors aussi dans un contexte de contraintes économiques, sociales, aujourd'hui environnementales. Et c'est à partir d'une réflexion globale, ici, que nous sommes arrivés à établir, par rapport à une demande qui était assez globale, la précision autour de 4 grands objectifs permettant de répondre à cette demande. La première, c'était favoriser une meilleure cohésion d'équipe, vous voyez, après avoir interrogé l'entreprise par rapport à sa demande, on a défini comment favoriser une meilleure cohésion d'équipe, comment optimiser la gestion des activités commerciales
afin de favoriser la relation client, comment développer les compétences à l'international, ça c'est quelque chose important pour eux, parce qu'ils voulaient vendre de plus en plus de montres en Chine, entre guillemets, et par la suite, comment avoir une visibilité de nos ventes. S'ils avaient une difficulté d'avoir un prévisionnel de vente et voir l'évolution entre le réel et le prévisionnel autour de leurs ventes. Voilà les 4 grands objectifs qui ont été traduits, là vous le voyez, sous forme arborescente, sous forme de 5 grandes fonctions ou grands objectifs, vous voyez, que l'on va chercher à résoudre à travers des solutions par la suite. Donc voilà, on a posé le cadre, le cadrage, on a défini le contexte, on a maintenant des objectifs à atteindre par rapport aux solutions attendues. Passons à la deuxième boucle de value design, qui est cette boucle des souhaitables. Qu'est-ce que souhaitent concrètement les personnes qui sont dans cette étude et qui prennent part à cette problématique? Quels sont leurs souhaits? Donc, avec cet ensemble de questionnements qu'on appelle l'élicitation en business analyse, on va récolter un ensemble d'exigences, d'attentes qu'on va rassembler autour d'un référentiel commun. Et l'ensemble de ces besoins, on ira les définir, les analyser pour savoir si ce sont des besoins, on pourrait dire farfelus, ou plutôt des besoins spécifiques et non pas des besoins pour toute l'entreprise. On ira essayer de définir la qualité du besoin, la priorité du besoin, l'urgence du besoin. Enfin, on va essayer de qualifier ces besoins pour, par la suite, voir quels besoins les solutions devront répondre en priorité, parce qu'on est toujours dans cette logique d'analyse de la valeur où on doit satisfaire les besoins. On ne pourra pas tous les satisfaire, donc il va falloir satisfaire les besoins principaux parce qu'on aura des ressources limitées, comme on le sait, que ce soit financières, écologiques ou autres. Donc, par rapport à notre force commerciale, on utilise ici un ensemble d'outils pour aller recueillir le besoin. On les a dénommés réunir. Et une fois qu'on est allé chercher l'ensemble de ces besoins auprès des parties prenantes, vous aurez ici une récolte d'informations que l'on va analyser et que l'on va prioriser. Alors nous, on utilise 3 éléments pour qualifier le besoin. L'intérêt autour de Moscou, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire, should, c'est envisageable, could, moyennement, et want, on n'en a pas forcément besoin. Et aussi également autour de canaux, où là, on va noter l'attractivité du besoin. C'est quelque chose de très attractif, plutôt obligatoire, plutôt indispensable, on va dire, qui correspond à une généralité, c'est-à-dire que on doit l'avoir, mais c'est pas le plus important pour vendre ce produit, mais il doit être présent. C'est l'attractivité qu'on retrouvera autour de canaux. Et puis aussi, comment ce besoin actuellement est satisfait? Parce que il existe des besoins, parce qu'on part pas forcément. Généralement, le besoin est là depuis un certain nombre de moments, d'années, par rapport à ces parties prenantes. Et ces besoins, elles sont tout de même déjà satisfaites. Par exemple, là, en l'occurrence, quand on parle de formation et d'attente des commerciaux, forcément, ils ont une capacité de s'exprimer dans une langue étrangère pour pouvoir vendre leurs produits. Maintenant, ce besoin de s'exprimer en langue étrangère, est-ce qu'il est satisfait correctement, moyennement, ou pas du tout pour certains? C'est ce qu'on va essayer de traduire dans l'analyse des exigences. Voilà. Donc, on a
Et aussi, alors c'est ça aussi qui est important, c'est ces boucles de rétroaction. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait cette analyse des besoins, des attentes, on regarde par des boucles de rétroaction si elles correspondent aux objectifs qu'on s'était fixés au départ lors de notre problématique. D'ailleurs, récemment, dans une étude, on s'est rendu compte qu'on avait défini des objectifs à réaliser, à résoudre par notre étude de la valeur, et que ces objectifs n'avaient aucun pendant au niveau des personnes du terrain. Il y a eu une incohérence en disant que finalement, l'objectif de l'entreprise n'était pas corroboré par une enquête terrain, par une analyse des parties prenantes qui mettaient en œuvre ces actions. Donc, là encore, on va reboucler et définir peut-être d'autres priorités, d'autres objectifs, et ainsi de suite faire évoluer nos boucles de rétroaction tout au long du processus d'analyse. Alors, une fois qu'on est passé et qu'on a analysé cette zone du problème, vous l'avez vu dans l'animation, nous allons passer à la zone future, c'est-à-dire tomber dans ce monde des possibles où on va chercher les solutions. Alors, on a nommé cet élément le vortex, et en fait, en analyse de la valeur, il s'agit du diagramme fonctionnel. C'est lui qui va être la, la matrice, si vous voulez, pour ça c'est Vortex, c'est dans Matrix, la matrice qui va nous permettre de passer de l'existant au futur. Tout ça avec l'usage de cette et de ce diagramme fonctionnel. Alors ce diagramme fonctionnel, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, vous le mettez en œuvre, c'est un arbre de cette nature qui rassemble tous les besoins qu'on a évoqués tout à l'heure, qui étaient attendus par ces commerciaux. On les rassemble par grandes thématiques, on va dire, grands objectifs principaux. Vous vous rappelez, on en avait 5 de grands objectifs qu'on va décomposer en sous-objectifs à travers un questionnement. Alors, c'est le fameux questionnement de l'analyse fonctionnelle avec du comment, du pourquoi, et descendre ainsi de suite dans le niveau de détail plus précis à travers des niveaux de détail. Donc, vous voyez ici les zones vertes, ici, on en est carrément au 4e niveau de détail. 1, 2, 3 et 4 niveaux de détail, où, pour le lire, on comprend que ici, on se pose la question pourquoi, et pourquoi faire ça? C'est pour réaliser ça, et pourquoi on fait cela? C'est pour répondre à cet objectif, et cela, ça sera pour répondre à l'objectif encore plus principal. Donc là, on construit un arbre fonctionnel. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler en gestion de projet de Benefits Breakdown Structure, BBS. C'est comme ça qu'ils le nomment. Vous avez une décomposition des attentes jusqu'au moment où, au niveau de détail qui est nécessaire pour pouvoir après aller chercher cette solution. Avec cet arbre fonctionnel, on a une situation, comme je vous l'ai dit, de départ. Et une chose qu'on cherche en analyse de la valeur, c'est mesurer la création de valeur. Pour mesurer une création de valeur, il faut bien qu'on parte d'un existant, d'un élément, d'un étalon de base, un étalon de départ pour voir si la solution future aura eu une progression par rapport à notre état standard, un état de base. Et c'est par cette différence entre l'existant et le futur qu'on pourra définir si on a bien créé de la valeur et quelle est la meilleure solution ou les meilleures solutions qui permettront de faire évoluer la valeur de départ en une meilleure valeur. Je répète, la meilleure valeur, c'est
augmentation de la satisfaction des besoins, diminution des ressources ou au minimum l'un des deux. D'accord? Alors, pour cela, on va mesurer à travers ce qu'on appelle des index de la valeur. Alors, on en a plusieurs. On a des index qui vont permettre de mesurer la satisfaction. On va avoir un index qui va permettre de mesurer l'adéquation avec les objectifs stratégiques. On aura un index qui permettra, celui-là, on l'utilisera plutôt quand on parlera des solutions, mais qui mesurera l'impact des solutions sur l'environnement, sur le social, sur la technique. Et puis, on finira aussi avec les coûts, le LCC étant le Life Cycle Cost, qui nous permet d'identifier le coût complet d'une solution proposée. Alors ici, en solution existante, on a deux indicateurs de départ, la Business Value Index, et on voit que par rapport aux formations actuelles et par rapport à la réponse aux besoins actuels, nous avons et nous sommes à 35%. Donc 35% aujourd'hui de satisfaction des besoins attendus, des attentes des commerciaux. Et nous sommes, par rapport aux objectifs stratégiques, à seulement 20%. Donc il va falloir augmenter ces niveaux d'attente, hein, ils nous l'ont dit, et puis tout en diminuant les coûts, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc maintenant, trouvons et cherchons toutes les possibilités, tous les imaginaires pour répondre aux attentes de ces commerciaux. Et ici, on va travailler le processus de créativité, c'est pour ça qu'on appelle ça l'idéation. En design thinking, c'est connu, c'est du brainstorming structuré qui va permettre de faire jaillir des idées. Et là encore, toujours par boucle de rétroaction, arriver à les analyser au fur et à mesure. Même, il nous arrive de plus en plus, à partir des idées qui ont été générées, de revenir sur les besoins parce que finalement, on se rend compte que les individus qu'on interroge, les parties prenantes qu'on interroge auront plus de facilité à s'exprimer sur des solutions. Et à nous, avec cette dynamique fonctionnelle, de revenir pour savoir à quoi va servir, quelle est la fonction de ces solutions qui sont proposées, qui nous permettra de voir est-ce qu'on les avait identifiées au premier abord ou est-ce qu'il va falloir rajouter ces besoins, ces attentes qui sont été exprimées à travers ces idées. Donc vous voyez, les deux boucles ici vont travailler en permutation constante pour établir ou rééquilibrer ce fameux diagramme fonctionnel. Alors, par rapport à nos commerciaux, on a utilisé, alors on a un ensemble de techniques de créativité que vous connaissez certainement, je ne vais pas y revenir. Et puis, à chaque bout d'arbre ici, parce que ça, c'est des attentes détaillées de nos commerciaux, vous voyez, à chaque bout d'arbre, on va mettre et émettre des idées. Ici, ça sera des types de formations possibles. Vous voyez là, on a tout un ensemble de formations possibles qui apparaissent à partir des attentes qui ont été formulées par nos commerciaux. Donc, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forte attente au niveau de la capacité à communiquer avec des clients étrangers. Là, vous aurez un ensemble de formations spécifiques et différents types de formations, des formations en ligne, des formations en présentiel, des formations avec des jeux sur téléphone, enfin, toute une liste de possibilités qui vont être ces idées analysées. Alors l'analyse de ces idées, elles se font essentiellement déjà dans un premier temps par leur coût, combien ça va nous coûter, mais aussi par d'autres éléments qui sont, comme je le disais tout à l'heure, leur attractivité, leur
acceptabilité sociale, c'est-à-dire l'impact social que ça va avoir en termes de formation. Il n'y a pas d'énorme impact social sur le type de formation qu'on réalisera, quoique il faut faire attention quand même, donc par rapport à la politique d'entreprise ou autre. Après, vous aurez tout ce qui est impact technique. Alors là, par contre, on aura peut-être des contraintes liées à l'environnement technique de l'entreprise. Est-ce que le cloud est ouvert? Est-ce qu'on peut faire des formations en ligne? Est-ce qu'il y a une politique qui est plutôt sur des éléments internes? Et puis après, tout l'impact environnemental, on va le juger. Et vous voyez ici, à travers ce schéma, on aura toutes nos solutions possibles, remis sous la forme acceptabilité, faisabilité et la grosseur des bulles, le coût, je crois, ici. Et là, vous voyez donc ici qu'en haut, à droite, vous avez toutes les solutions qui vont être fortement acceptables, très facilement réalisables et, en fonction de la grosseur de la bulle, coûteront plus ou moins cher. Donc on peut commencer déjà à identifier un ensemble de solutions possibles qu'on va pouvoir mettre en œuvre par la suite. Et mettre en œuvre par la suite, c'est aller explorer ces éléments et construire des solutions avec l'ensemble de ces éléments. En l'occurrence, par rapport au programme de formation, on va construire des différents types de programmes de formation. On va les étudier, on va les expérimenter. Alors, dans l'industrie, là, on est totalement dans le prototypage, l'expérimentation, le calcul des ingénieurs qui vont aller, suite à l'idée qu'on avait, nous présenter des résultats tangibles qui nous permettront de chiffrer encore plus précisément l'ensemble des composants nécessaires pour mettre en œuvre cette solution. Donc, il y a toute une phase d'exploration, qu'on appelle la roue exploratoire, la roue des possibles. Et là, par rapport à notre service commercial, vous avez la construction donc de scénarios. Ce sont des programmes de formation. On va sélectionner des formations à l'intérieur de toutes les possibilités de formation qu'on a identifiées tout à l'heure, toutes les idées, les sélectionner sous forme de scénarios et additionner l'ensemble des indicateurs ou des critères qu'on avait identifiés tout à l'heure. Donc, la somme des coûts, vous aurez le coût du scénario, et l'ensemble des critères et d'impact de l'ensemble des formations qu'on aura choisies, pour arriver à des résultats chiffrés, tangibles, permettant d'identifier les indicateurs valeurs qui sont donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le Business Value Index, c'est-à-dire la réponse, la satisfaction aux besoins de ce programme de formation, la cohérence stratégique de ce programme de formation et l'impact que va avoir ce programme de formation social, technique et environnemental. Et le coût, évidemment. Et avec tout ça, on va construire ce qu'on appelle des droites de la valeur qui vont nous représenter ici. Alors ici, ça doit être la satisfaction des besoins, tiens, en numérateur, et le coût ici en dénominateur. Donc forcément, celui qui a la plus forte pente, c'est celui qui a un coefficient directeur, un coefficient de droite le plus important, donc c'est celui qui apporte le plus de valeur. Maintenant, là on en a un ici, on voit maintenant, ok, il coûte pas très cher, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le scénario quick win. Il va nous coûter pas très cher et il va répondre en fonction du coût le mieux possible à nos attentes. Mais l'entreprise n'est pas forcément satisfaite d'obtenir que 40% de réponse aux attentes des commerciaux. Donc, on va éliminer, pourquoi pas, ou alors décider de commencer par ce type de formation pour aller plus loin et chercher à maximiser
la réponse aux besoins des commerciaux. Donc là, on en a deux scénarios qui ont l'air d'être le meilleur en termes de réponse aux besoins. Par contre, on a une différence de coût assez importante entre les deux et il va falloir qu'on justifie le choix de l'un ou de l'autre par rapport à notre direction. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que parce que là, on a le scénario de départ qui coûtait presque 486 000 euros, je crois, c'est ce qu'on avait défini. Déjà, on a l'objectif atteint, c'est que toutes les formations, tous les programmes qu'on propose sont inférieurs à 20%. Donc, c'était notre objectif. Donc maintenant, est-ce qu'on veut un peu plus de 20% ou encore moins que 20%? À voir avec l'entreprise. Vous voyez, ici, il y a aussi le SVI qui va être un élément important, c'est est-ce que nos formations sont en adéquation avec la stratégie de l'entreprise? Et le vert, là, a l'air d'être plus en adéquation que le violet qu'on retrouve ici. Donc, on a des éléments qui vont nous permettre de choisir, hein, parce que c'est ça l'analyse par la valeur, c'est permettre de trouver des solutions et de montrer déjà qu'on augmente et qu'on crée de la valeur, mais de choisir par rapport à un ensemble de solutions qui nous aidera à répondre à la problématique de départ. Alors, ces 4 roues vont être itératives, c'est-à-dire évoluer dans le temps, et par rapport à notre service commercial de la manufacture d'horlogerie, on a, suite à la mise en œuvre de ces 4 boucles, la boucle de problématisation, la boucle d'élicitation, la boucle d'idéation et la boucle d'exploration, le fameux cycle de Peck, nous sommes partis d'une situation de départ qui consommait 486 000 euros de formation, avec une adéquation aux objectifs autour de 20% et une réponse aux besoins de 35%. Après notre analyse de la valeur, l'entreprise a choisi le scénario 2 qui permet de réduire de 32% les dépenses de formation, d'augmenter de plus de 50% l'adéquation aux objectifs et également d'augmenter significativement la réponse aux besoins. On passe de 39% de réponse aux besoins à 71% de réponse aux besoins. Notre objectif est atteint. Tout ça par des boucles rétroactives qui s'enchaînent et qui permettent de mettre en œuvre une analyse structurée par la valeur. Il nous reste encore quelques minutes pour vous montrer maintenant un autre point important, je l'ai évoqué en introduction, c'est le time boxing. En agilité, il me semble qu'il y a 2 points principaux, il y en a d'autres, mais principaux, qui sont ces boucles d'itération qui permettent de maîtriser l'incertitude. Et deuxièmement, de fixer des timelines, des time boxing, ça veut dire de dire, écoutez, de toute façon, le délai, il est inchangeable. J'aime beaucoup, on m'avait, quand on m'expliquait il y a quelques années l'agilité au tout début pour mieux le faire comprendre, fait un parallèle avec la sortie du journal quotidiennement à minuit. Vous savez que le bouclage, ce qu'ils appellent le bouclage des journaux quotidiens, se fait autour de minuit. Et malheureusement, si tout d'un coup une nouvelle arrive à 2 heures du matin, alors soit on a des capacités encore plus précises à changer, puis peut-être à dériver, mais de toute façon, à 6 heures du matin, il faut absolument que nous ayons imprimé le journal et que ce journal puisse être distribué dans les kiosques. C'est exactement la même chose avec les Jeux olympiques qui sont en train d'arriver là. C'est-à-dire que dans 100 jours, justement,
démarrera les Jeux Olympiques. Alors après, peu importe, on est bien obligé de faire avec tout ce qu'on aura prévu, mais à un moment ou à un autre, on s'arrête. Et bien là, c'est la même chose. Je vais vous proposer, pour les analyses de la valeur, de rentrer dans le même concept, dans un concept timé, où on définit une durée d'analyse. Et puis, ben, écoutez, déjà, on aura fait ce qu'on a pu par rapport à cette durée d'analyse. Et cette durée d'analyse, je vous la propose en 24 heures. Alors 24 heures, on me dirait, ouais, il ne le fait pas comme ça en une journée. Non, 24 heures, c'est-à-dire en plusieurs étapes. Ici, je propose des étapes de 3 heures. Donc, en plusieurs séances, donc 8 séances de 3 heures, qui va prendre et mettre en œuvre chacune des boucles qu'on a identifiées tout à l'heure, les fameux boucles et cycles de PEX, proposer la réalisation de l'ensemble de l'étude en 8 séances de 3 heures, ce qui nous permettra, en 24 heures, d'être arrivé à une conclusion. Alors, ça ne sera pas forcément la meilleure. On est obligé de faire en fonction de ces 24 heures. Et ça, je l'ai appris, ben, je l'ai mis en œuvre beaucoup au Nord-Amérique. Quand j'ai travaillé avec Lucie Parot, qui fait partie de l'Université de la Valeur et qui nous a apporté justement toute cette expérience nord-américaine, c'est de se dire, bah, écoutez, on a un timing et on doit réaliser notre analyse en temps de temps. Il n'y a pas d'autre moment, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, faites en sorte, on sera obligé d'aller à l'essentiel, d'aller au niveau de détail nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne rentrera pas dans des niveaux très, 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 très détaillés pour faire l'analyse. Par contre, si le projet est gigantesque, on fera plusieurs analyses sur des parties du projet, des parties fonctionnelles de 24 heures, évidemment. Mais dans une logique de time boxing, on va réaliser cette étude en 24 heures. Alors, on me dirait, mais les étapes là, que vous faites là, c'est linéaire. Alors, non, je ne veux pas que ce soit des actions ici. Ce sont des résultats. Ce sont des outcomes. C'est le résultat de la première séance. C'est-à-dire que au bout de la première séance, on va avoir un résultat qui sera le cadrage. Au bout de la deuxième séance, qui remettra en cause le cadrage par boucles successives, on aura une problématique qui apparaîtra et qui sera améliorée. Au fur et à mesure de l'ensemble de ces boucles, se réaliseront notre étude avec des boucles de rétroaction. Alors ces études, j'aimerais quelques minutes vous en parler parce que on insiste beaucoup sur le fait que dans ces études, de la même manière, il va falloir définir les parties prenantes. Alors définir les parties prenantes, comme on n'a que 24 heures, ben, on va prendre les parties prenantes principales qui sont indispensables à l'étude qu'on est en train de réaliser. Et en plus, on va chercher pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va chercher à mettre dans la salle, dans la même salle, hein, parce que généralement, on va se réunir presque tous ensemble. Alors ça dépend. Là, dans la semaine prochaine, on a décomposé en deux groupes. Un groupe qui va nous aider à récupérer de l'information, à identifier l'ensemble des structures. C'est sur un moteur qu'on va travailler là. Donc tous les capteurs, tous les composants vont être étudiés avec ceux qui ont conçu le moteur et qui ont réalisé ce moteur. Et puis après, tout ce qui part, dès qu'on va parler coûts, dès qu'on va parler matériaux, on aura toute une autre équipe. Mais disons qu'on va chercher à avoir le plus de multidisciplinarité autour de la table pour récolter le plus d'informations, que ce soit en termes d'attente du client ou de toutes les parties prenantes, et en tant que capacité de conception par ceux qui savent et qui réalisent la solution. Alors, une autre chose aussi sur laquelle j'insiste souvent, c'est le côté animation bicéphale. Aujourd'hui, nous ne pouvons, c'est presque très très difficile
à part des personnes qui font de l'analyse de la valeur depuis des années et des années. Mais même dans ce contexte-là, il est très difficile de réaliser cette étude seul. Parce que pendant 3 heures, c'est des séances de 3 heures, il va falloir animer ces séances. Et on n'arrive pas à animer, récolter, garder de l'information. Il faut 2 personnes, et c'est pour ça que je parle de binôme, un bicéphale, une personne qui va animer la séance en faisant participer l'ensemble des parties prenantes, travailler sur les process, travailler sur les composants, poser des questions, comprendre le fonctionnement de tel ou tel produit, de telle ou telle attente, et un co-animateur qui va rassembler cette information qui jaillit de l'ensemble des parties prenantes. Alors, en effet, on peut avoir des post-it qui apparaissent quelquefois, mais même après avoir ces post-it, il faut les capturer, les récolter. Et là encore, un deuxième animateur, un co-animateur est grandement nécessaire. Nous, toutes nos études, nous les faisons à 2, avec cet animateur et le co-animateur. En plus, ça nous permet de travailler l'apprentissage, c'est-à-dire le co-animateur, il va apprendre au fur et à mesure à accéder à l'animation autour de ces principes du cycle de PEX que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, des outils adaptés, évidemment. Nous, on utilise beaucoup Microsoft Visio et Microsoft Excel pour récupérer des informations et les rendre visibles. Parce que le schéma que vous avez vu, l'arbre fonctionnel, bah, il va falloir le concevoir. Donc, avec Visio et des petits add-in, on arrive facilement à construire ces arbres. Et puis, il faut évidemment que tout soit préparé pour qu'on puisse ne pas perdre de temps lorsqu'on met en œuvre la séance. Donc, comme je vous le disais, généralement, on tourne autour de 8 demi-journées de 3 heures. Alors, ça peut être 6 journées de 4 heures, mais je préfère les mettre en œuvre autour de 8 étapes ou 4 étapes, si vous préférez. Voilà. Je vous donne un indicateur plus précis d'une durée d'une étude de value design. En fait, là, vous avez coloré le temps que va prendre les internes, les personnes en interne pour mettre en œuvre l'étude. Donc ça, c'est donc en interne dans l'entreprise, c'est les séances qu'on va animer avec eux, avec l'équipe pluridisciplinaire dont je parlais. Mais autour de tout ça, bah, vous avez l'animateur et ce co-animateur qui va organiser, qui va mettre en œuvre, qui va prévoir, qui va planifier, qui va présenter. Enfin, vous avez du temps caché et du temps en plus pris par ces animateurs et ces co-animateurs. Donc, entre 24 heures en interne et environ 84 heures en externe, vous avez ici une vision plus concrète de la durée d'une étude value design. Alors après, en fonction du taux horaire, mais on arrive généralement à tourner dans des budgets de 15 à 30 000 euros. Vous voyez, même time boxé et cost boxé aussi. C'est-à-dire que 24 heures, 15 à 30 000 euros. Et on a fait l'étude. Voilà, je voulais vous remercier encore pour votre attention. Évidemment, nous avons du temps pour des questions et pour discuter autour de ces résultats que nous avons obtenus suite à notre échantillon et nos réalisations autour de cette approche de value design. Généralement, quand on met en œuvre cette approche-là, on a un échantillon de 8 missions qui ont été réalisées. Ben, en gros, on augmente de plus de 40% la satisfaction et on diminue de 20% les coûts de n'importe quel produit, en moyenne, hein, évidemment, ça va de 5 à 40%. Et étant donné que le coût d'une étude, vous l'avez vu, correspond à environ 15 à 30 000 euros, eh ben, on arrive à avoir des ratios pour 1 euro dépensé, c'est-à-dire 1 euro du coût
de notre intervention de l'étude à des économies, c'est-à-dire des réductions de coûts, sans compter l'augmentation de la satisfaction, entre 10 et 100 euros. Et tout ça en 24 heures. Et récemment, nous travaillons même maintenant sur la diminution des ressources écologiques, donc carbone, électrique, énergie. Et là, on a également et on commence à avoir des résultats pertinents autour de ces notions d'éco-environnement, d'éco-conception, de circularité, etc. Et là, pareil, de la même manière, on va mettre en œuvre le processus agile autour de ces 4 roues, cycles de PEX, problématisation. Alors, je vous laisse élicitation, ça c'est la business analyse, le terme qui permet d'aller rechercher de l'information. En design thinking, on travaille l'idéation, et puis après, on travaille l'exploration, donc la recherche autour d'un ensemble d'éléments qui nous permettront de préciser les scénarios que l'on va construire et de s'assurer aussi qu'ils rapportent la valeur attendue. Tout ça parce qu'au départ, on aura déjà mesuré la valeur existante. On est incapable de savoir comment créer de la valeur si on n'a pas mesuré la valeur de départ. Et tous ceux qui vous disent on a créé de la valeur, s'ils n'ont pas mesuré la valeur de départ, ils sont incapables de justifier pourquoi ils ont créé la valeur. Voilà, merci à tous. Encore merci à la FAV de nous avoir permis de présenter cette approche agile. Et je répète, ça va, et cette approche vient en complément d'une approche classique proposée par la norme EN 12973 du management par la valeur, la norme d'analyse fonctionnelle qui définit et qui cadre tous les principes que nous mettons en œuvre dans cette approche dynamique et itérative.